Quelque chose est en train de mourir en Ukraine en ce moment. Pas une bataille, pas une unité, pas un seul commandant et pas une seule stratégie, une armée entière. L'armée qui était censée être la deuxième force militaire la plus puissante de la planète. L'armée qui devait conquérir un pays voisin en 72 heures et redessiner la carte de l'Europe avant même que le monde ait le temps de réagir. L'armée que des générations d'analystes occidentaux de la défense présentaient comme la menace militaire déterminante de l'ère moderne. Cette armée s'effondre maintenant en temps réel. Et les preuves qui sortent d'Ukraine sont si massives, si détaillées et si accablantes que même les propres soldats de la Russie et sa propre machine de propagande ne peuvent plus les cacher. Ce n'est pas de la guerre informationnelle ukrainienne. Ce n'est pas une version occidentale des faits. Ce sont des soldats russes qui écrivent des lettres sur leurs camarades morts. Ce sont des documents militaires russes qui fuitent au grand jour. Ce sont des commandants russes qui envoient des tankistes au combat à pied et à vélo. Ce sont des universités russes qui menacent des étudiants d'expulsion s'ils ne signent pas de contrat militaire. Ce sont des responsables du ministère russe de la Défense condamnés à 19 ans de prison, puis disparus sans laisser de traces. La deuxième armée la plus forte du monde est en train de se dévorer elle-même. Et le monde commence seulement maintenant à comprendre à quoi cela ressemble réellement de l'intérieur. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe, il faut comprendre l'arithmétique de la destruction que la Russie applique depuis 4 ans. Les chiffres des pertes, les chiffres des remplacements. Et le moment où ces deux chiffres se sont croisés. Pendant la majeure partie de cette guerre, la Russie avait une formule brutale, mais fonctionnelle. Perdre des soldats, recruter plus de soldats, répéter. Cette formule reposait entièrement sur une hypothèse, la population russe était assez nombreuse, sa machine de propagande assez efficace, et ses incitatifs financiers assez attrayants pour maintenir le canal de recrutement en marche. Perdre des hommes au front, trouver d'autres hommes pour les remplacer, continuer à pousser. Cette formule s'est brisée. Pendant plusieurs mois consécutifs, de la fin de 2025 au début de 2026, la Russie a perdu plus de soldats qu'elle n'en a recrutés. L'initiative I Want to Live, une ligne d'aide de l'État ukrainien conçue pour aider les soldats russes à se rendre en sécurité, rapporte que la Russie a recruté un peu plus de 80 000 personnes au cours des 3 premiers mois de 2026. Pendant cette même période, l'état-major général ukrainien a documenté des pertes dépassant 85 000. L'analyse du chercheur allemand Janis Klug sur les tendances du recrutement russe a relevé des baisses mensuelles de 20% ou plus par rapport aux périodes précédentes tout au long de 2025. Et au début de 2026, la Russie recrutait environ 800 soldats par jour en moyenne, contre 1000 à 1200 par jour au premier trimestre de 2025. La Russie s'était fixée comme objectif de recruter 490 000 soldats sous contrat en 2026. Elle va presque certainement échouer. Pas par une petite marge, par une marge catastrophique. Mais les chiffres à eux seuls ne racontent pas toute l'histoire. Parce que la qualité des recrues russes s'est effondrée de façon aussi spectaculaire que leur quantité. Revenez au début de cette guerre et la Russie pouvait encore vendre le mensonge. L'opération militaire spéciale serait rapide. L'Ukraine tomberait en quelques jours. Les soldats recrutés marchaient vers un défilé de victoire, pas vers un hachoir à viande. Des hommes naïfs, de jeunes hommes, des hommes financièrement désespérés y ont cru. Ils ont signé des contrats en s'attendant à une campagne rapide et à un salaire. 4 ans plus tard, plus personne n'y croit. Les hommes qui se sont enrôlés en 2022 sont soit morts, soit blessés, soit rentrés chez eux avec des récits qu'aucune machine de propagande ne peut contredire. L'espérance de vie moyenne d'une recrue russe arrivant au front était estimée entre 2 semaines et 1 mois à la fin de 2024. En 2026, cette fenêtre est devenue plus courte. Alors la Russie est devenue désespérée, elle est allée dans les prisons et a offert aux détenus la liberté en échange de déploiements de combat de 6 ou 12 mois. Elle a recruté des personnes atteintes de maladies terminales, y compris le VIH, la tuberculose et l'hépatite C, qui seraient normalement exemptées pour raisons médicales. Elle a contraint des personnes aux prises avec des dépendances à l'alcool et aux drogues à signer des contrats que beaucoup ne comprenaient pas pleinement. Elle a menacé des minorités ethniques et des immigrants d'expulsion s'ils ne s'enrôlaient pas. Elle a trafiqué des milliers d'hommes venus de pays africains
au moyen de fausses promesses d'emploi légitimes qui se sont révélées être des affectations de combat au front. Rien de tout cela n'a suffi. La Russie s'est donc tournée vers sa cible de recrutement la plus révélatrice jusqu'ici, les étudiants universitaires. En avril 2026, CNN a publié une enquête sur une vaste campagne de recrutement menée dans au moins 269 universités et collèges russes, y compris l'université d'État de Saint-Pétersbourg, où Vladimir Poutine lui-même a étudié, et la Haute École d'économie de Moscou. La campagne est coordonnée directement par le ministère russe de la Défense, qui a transmis aux universités des instructions précises détaillant qui cibler et comment attirer leur attention. Le marketing repose littéralement sur les jeux vidéo. Une vidéo de recrutement montre un jeune homme jouant à des jeux vidéo dans sa chambre avant de se transformer en opérateur de drone. Une autre, provenant d'une université de Volgograd, montre un écran divisé avec un joueur d'un côté et un opérateur de drone militaire de l'autre, avec une légende disant « Choisis le bon skin ». Certains messages de recrutement indiquent explicitement que les joueurs auront la priorité dans le processus de candidature. Les promesses faites sont précises et détaillées. Contrat d'1 an à durée déterminée, compétences de haute technologie, poste loin des lignes de front, incitatifs financiers importants. L'Université d'État de Saint-Pétersbourg offre des primes uniques à la signature d'environ 56 000 $, suivies de salaires annuels de base de près de 70 000 $. Chacune de ces promesses est un mensonge, parce que Poutine n'a jamais annulé le décret de mobilisation partielle qu'il a signé en septembre 2022. Ce décret stipule que tous les contrats militaires continuent d'être appliqués jusqu'à la fin de la période de mobilisation partielle. Cette période n'est pas terminée. Quiconque signe un contrat aujourd'hui ne signe pas une entente d'1 an. Il signe un engagement à durée indéterminée qui le lie au service militaire jusqu'à ce que la guerre prenne fin, qu'il soit trop gravement blessé pour continuer ou qu'il meure. Il n'existe aucun mécanisme légal lui permettant de partir après 1 an, il n'existe aucune garantie d'affectation à l'arrière. Une fois le contrat signé, le ministère de la Défense peut envoyer cette personne, où il le décide, à tout moment sans recours. Les universités le savent, le ministère de la Défense le sait, et les étudiants se font dire quelque chose de complètement différent. Mais voici ce qui fait de cette campagne de recrutement l'indicateur le plus révélateur jusqu'ici du désespoir de la situation russe. Les universités ne se contentent pas de partager passivement du matériel de recrutement. Elles organisent activement les conditions pour rendre les étudiants plus vulnérables à la pression du recrutement. Des rapports font état d'universités qui raccourcissent les délais de remise des travaux afin de rendre la réussite plus difficile. Ils font aussi état d'administrateurs qui repèrent des étudiants de première année aux prises avec des problèmes de santé mentale, puis les invitent à des rencontres privées où le service militaire est présenté comme une façon d'assurer l'obtention de leur diplôme et d'éviter l'endettement. Et ils font état de groupes entiers d'étudiants en difficulté académique convoqués à des réunions spéciales où des contrats militaires sont offerts comme alternative à l'expulsion. Un étudiant a déclaré à CNN que le personnel cherchait des étudiants de première année ayant des problèmes de santé mentale ou des difficultés à s'intégrer et les ciblait spécifiquement. Un autre a décrit comment une université avait failli expulser un tiers d'un groupe, puis avait offert des contrats militaires sur le champ comme condition pour rester inscrit. Ces établissements conçus pour former et soutenir les jeunes sont transformés en pipeline de recrutement pour une machine de guerre qui a déjà consumé des centaines de milliers de vies. Et cela se produit parce que la Russie n'a plus de meilleures options. Mais la crise des effectifs n'est qu'une dimension de l'effondrement. Car pendant que la Russie peine à trouver des corps prêts à aller au front, l'armée dans laquelle elle les envoie se détériore de l'intérieur d'une manière désormais impossible à dissimuler. En janvier 2026, le groupe ukrainien de renseignement de sources ouvertes OSINT-EFL a publié un rapport russe classifié sur la sécurité des vols militaires couvrant seulement 3 semaines d'opération, entre la fin décembre 2025 et la mi-janvier 2026. Le document n'a pas été officiellement reconnu par Moscou. Fait notable, même le canal Telegram non officiel de l'armée de l'air russe, Fighter Bomber, qui conteste régulièrement les affirmations ukrainiennes sur les pertes russes, n'a pas tenté de remettre en question son authenticité.
Ce que contient le document est extraordinaire. En moins de 3 semaines, l'aviation militaire russe a enregistré 24 incidents distincts dans au moins 18 aérodromes et bases. Pas des pertes au combat causées par des frappes ukrainiennes, des défaillances mécaniques, des problèmes structurels, des arrêts de moteur, des appareils qui se brisent sans aucune implication ennemie. 9 des 24 incidents impliquaient les deux mêmes alertes dans le cockpit, limaille métallique dans l'huile, basse pression d'huile, suivie d'une réduction de la poussée, d'un arrêt moteur et d'atterrissage d'urgence sur un seul moteur. Ces défaillances n'étaient pas limitées à un seul type d'appareil ou à une seule base. Elles sont apparues sur des Su-34, des Su-30, des Su-35 et même sur de gros avions de transport. Le même mode de défaillance sur des cellules complètement différentes à différents endroits, sans type de mission commun. Ce schéma n'a qu'une seule explication, un effondrement systémique de la maintenance et de l'industrie qui traverse simultanément toute l'armée de l'air russe. L'entrée la plus accablante concerne un Su-30SM2 qui a déclenché l'alerte de limaille métallique et d'huile, a arrêté le moteur droit et a atterri sur un seul moteur à la base aérienne de Millerovo. 5 jours plus tard, le même appareil a déclenché la même alerte sur le même moteur et a effectué un autre atterrissage d'urgence sur un seul moteur à la même base. La Russie a réparé l'appareil et l'a remis en service actif sans corriger la défaillance sous-jacente. Il a échoué de nouveau de la même manière sur le même moteur. Le 3 janvier, un Su-34 effectuant une mission de combat au-dessus de l'Ukraine a connu un incident qui défie la compréhension. Une bombe planante guidée FAB 500 est tombée de l'appareil pendant le décollage sans ordre de largage. La bombe a atterri à quelques centaines de pieds devant la piste. Le pilote a poursuivi la mission comme si de rien n'était. Ce n'était pas un incident isolé. Des organisations de surveillance ont recensé au moins 10 bombes aériennes russes tombées sur le territoire russe ou occupées par la Russie en 2026 seulement. Après au moins 140, 3 incidents de ce type en 2025 et 165 en 2024. L'arme offensive principale de la Russie tombe spontanément sur son propre territoire à un rythme accéléré. Le rapport documente aussi le cas d'un hélicoptère Mi-8 revenant d'une mission de combat nocturne lorsque 2 fortes détonations ont éclaté près de la poutre de queue, suivies d'une perte complète de contrôle du gouvernail. L'inspection après vol a révélé un trou d'environ 1 pied sur 1 pied dans la poutre de queue, des faisceaux de câbles sectionnés et un fragment métallique plat qui avait traversé la porte coulissante et frappé la plaque blindée du cockpit. OSINTFL a évalué que les dommages étaient compatibles avec un fragment provenant d'un missile de défense aérienne russe. Le propre système de défense aérienne de la Russie pourrait avoir tiré sur son propre hélicoptère. La cause plus profonde de cette désintégration mécanique n'a rien de mystérieux. La Rand Corporation a estimé que l'armée de l'air russe faisait voler ses appareils 2 à 4 fois plus que leurs heures de vol annuelles prévues à partir de 2024. Dans des conditions normales, le moteur d'un Su-35 subit une maintenance complète après environ 1000 heures de vol. Dans des conditions de guerre, avec des vols à basse altitude, pour éviter les radars, l'usage répété de la post-combustion et des manœuvres contre les défenses aériennes, cet intervalle de maintenance tombe à 700, voire 500 heures. Les appareils sont usés jusqu'à la corde et il n'existe pas de base industrielle capable de réparer ou de remplacer ce qui s'use. La Russie a produit 9 Su-34 en 2022, 13 en 2023. L'objectif pour 2025 était de 17. La production annuelle combinée de Su-30, Su-34 et Su-35 atteint environ 20 appareils par année. L'Ukraine a confirmé visuellement la destruction d'au moins 40 Su-34 et de plus de 170 aéronefs à voilure fixe au total. Le calcul n'est pas compliqué. La crise industrielle sous-jacente à l'effondrement de l'aviation va encore plus loin. United Aircraft Corporation, qui supervise la production de chaque avion de combat russe, est empêtrée dans des centaines de poursuites judiciaires intentées par des sous-traitants impayés. Les contrats de défense sont exécutés à des prix fixés en 2019, alors que les coûts des composants ont augmenté, selon les mots d'une correspondance interne, de dizaines, voire de centaines de fois. Les entreprises encaissent des pertes garanties à chaque livraison, tandis que la main-d'œuvre qui construit ces avions a été drainée vers le front.
Les exportations d'armes russes, qui subventionnaient historiquement la production intérieure, se sont effondrées d'environ 92% entre 2021 et 2024. L'Égypte a annulé son contrat de Su-35. L'Inde a choisi le Rafale français plutôt que le Su-57 russe. Le Su-75 Checkmate, supposément la réponse russe au F-35, n'a pratiquement attiré aucun acheteur. La Chine, autrefois le client le plus fiable de la Russie dans l'aviation militaire, produit maintenant son propre chasseur furtif de 5e génération Jvink et exporte des avions de 4e génération qui concurrencent directement les offres russes sur les marchés que Moscou dominait autrefois. Au sol, l'effondrement est tout aussi visible et tout aussi dévastateur. La Russie a perdu plus de 11 800 chars en 4 ans de combat en Ukraine. Même en ne comptant que les pertes visuellement confirmées, le nombre dépasse 4000, plus de chars que la plupart des pays n'en ont jamais possédé au total. Les États-Unis, 4e puissance mondiale en matière de chars, en possèdent 4666. La Russie a perdu l'équivalent de toute la flotte de chars américaine, et même plus encore. Pour compenser cette attrition catastrophique, la Russie retire maintenant des chars 55 de l'ère soviétique de ses stocks, des véhicules vieux de plus d'un demi-siècle, certains datant de la fin des années 1950, sont équipés de cages anti-drones improvisées et envoyés vers l'un des champs de bataille les plus technologiquement sophistiqués de l'histoire moderne, contre un adversaire qui a déjà démontré qu'il peut détruire avec facilité des blindés beaucoup plus avancés. Mais les 55 sont presque un détail, parce que la Russie a largement cessé d'envoyer des chars jusqu'à la véritable ligne de front. Le porte-parole ukrainien Viktor Rubov a révélé que la Russie stationne maintenant ses chars jusqu'à 20 km derrière les lignes de front. L'Ukraine a construit des zones de mise à mort d'une profondeur et d'une densité telle que tout char qui y entre devient presque immédiatement une cible. Les drones FPV traquent tout ce qui bouge. Les champs de mines détruisent les chenilles. Les obstacles anti-chars canalisent les véhicules vers des positions de tir préparées. Les opérateurs de drones ukrainiens, travaillant depuis des hauteurs avec des flux de reconnaissance en temps réel, peuvent engager des cibles avec une précision supérieure à 80%. Les commandants de chars russes ont fait le calcul qu'envoyer des chars vers l'avant revient en pratique à sacrifier du matériel coûteux pour aucun gain tactique. Les chars restent donc à 20 km en arrière, au-delà de la portée efficace de leurs propres canons principaux, incapables de contribuer quoi que ce soit aux batailles menées en leur nom. Et les soldats qui devraient former les équipages de ces chars sont envoyés vers l'avant quand même, à pied, à moto, en quad, privés de la protection blindée depuis laquelle toute leur carrière militaire les a formés à opérer, jetés dans des zones de mise à mort où les SM de drones ukrainiens les trouvent et les détruisent avec la même efficacité qu'ils appliquent aux véhicules blindés. Un soldat russe du bataillon de chars de la 110 Brigade a écrit une lettre qui a été publiée par l'un des blogueurs militaires pro-russes les plus en vue de Russie. La lettre décrit comment les tankistes de son unité sont enrôlés dans l'infanterie toutes les 2 ou 3 semaines et envoyés attaquer des positions fortifiées en soutien à des opérations de drones. Il rapporte que les 3 compagnies de peloton que leurs unités sont censées avoir n'existent que sur papier. Les membres réels de ces pelotons ont déjà été tués par des drones ukrainiens et les survivants sont envoyés vers le même sort. Il nomme 11 tankistes qu'il connaissait personnellement et qui ont été tués ou portés disparus après avoir été placés dans des unités d'assaut. Et il qualifie ce qui arrive aux tankistes russes de tyrannie, de destruction et de pratiques illégales. Cette lettre n'a pas été publiée par l'Ukraine, elle a été publiée par un propagandiste russe qui chante normalement les louanges de l'armée russe. Même les propres partisans du régime ne peuvent plus contenir la réalité de ce qui se passe. Et puis il y a la purge interne qui consume le ministère russe de la Défense depuis 2 ans. Le 10 avril 2026, l'ancien vice-ministre russe de la Défense, Pavel Popov, a reçu une peine de 19 ans de prison pour corruption. Il n'est pas le premier. Il est simplement le plus récent d'une série de hauts responsables de la défense qui ont été arrêtés, condamnés, ou qui sont morts dans des circonstances mystérieuses depuis que Poutine a commencé à démanteler le réseau de Sergueï Shoigu après son retrait du poste de ministre de la Défense en mai 2024. Yuri Kuznetsov, chef de la direction principale du personnel du ministère de la Défense, a été arrêté 2 jours après le retrait de Shoigu. Vadim Chamarin,
chef de la direction des communications, a reçu une peine de 7 ans. Dmitri Bulgakov, ancien vice-ministre de la Défense qui supervisait la logistique pendant la phase initiale de l'invasion, a été arrêté et emprisonné. Yuri Sadovenko, un autre adjoint de Choigu, est mort d'une maladie cardiaque déclarée à 57 ans le jour de Noël. Vladimir Shesterikov a reçu 6 ans pour fraude et détournement de fonds. Timur Ivanov a écopé de 13 ans. Ruslan Salikov a été accusé de détournement de fonds et de blanchiment d'argent. Le schéma est évident. Chacun de ces hommes était un allié de Choigu. Poutine détruit systématiquement la base de soutien de son ancien ministre de la Défense, tout en présentant cela comme une opération anti-corruption. Des analystes de la Foundation for Defense of Democracies estiment que cela ne concerne pas principalement la corruption. Il s'agit d'une rivalité entre services du FSB qui protège sa position dans le cercle intérieur de Poutine en démantelant un réseau du ministère de la Défense avant que ce réseau puisse rejeter sur le FSB la responsabilité de l'échec de l'invasion. Et il s'agit d'un dictateur paranoïaque qui élimine tous ceux qui pourraient révéler à quel point son jugement militaire a été catastrophiquement erroné. La purge produit exactement l'inverse de l'unité et de l'efficacité dont Poutine a besoin. Les hauts responsables savent maintenant que la loyauté n'offre aucune protection. Qu'être proche d'un ministre disgracié est une responsabilité qui peut mettre fin à une carrière ou à une vie, peu importe la conduite personnelle, que le succès au combat compte moins que la proximité politique avec le bon protecteur. Que la corruption encouragée par Poutine comme mécanisme de loyauté peut être utilisée comme arme contre n'importe qui à n'importe quel moment. Le résultat est un ministère de la Défense où la prise de décision est paralysée par la peur, où les commandants surveillent leurs collègues plus attentivement qu'ils ne surveillent l'ennemi, où le calcul qui guide chaque haut responsable n'est pas comment gagner la guerre, mais comment survivre à la paix qui suivra. Pendant ce temps, sur les lignes de front, la Russie envoie maintenant ce qu'elle appelle des forces d'élite dans une localité appelée Stepnoïrsk, un petit village dévasté devenu le symbole de tout ce que l'armée russe est devenue. Les soldats ukrainiens ont calculé l'espérance de vie d'un soldat qui entre à Stepnoïrsk à 12 minutes. 12 minutes entre l'entrée et la mort. La Russie a consacré 20 000 soldats à l'assaut de cette seule localité. Elle a envoyé des divisions aéroportées, des divisions de fusiliers motorisés et des forces spéciales Spetsnaz dans une zone de mise à mort où l'Ukraine tient les hauteurs. Là, les drones de reconnaissance maintiennent une surveillance aérienne constante. Et les drones d'attaque FPV répondent en quelques minutes à tout mouvement détecté. Les meilleurs soldats de la Russie durent 12 minutes dans un village qui contrôle un accès logistique et géographique vers Zaporijia. Pour les soldats qui refusent d'y entrer, la Russie a une autre réponse. Des commandants exécutent devant leurs unités les soldats qui refusent les ordres. Le Zero Wing, comme on l'appelle dans l'armée russe, un soldat capturé a décrit avoir vu un commandant décoré comme héros de la Russie abattre des soldats à bout portant parce qu'ils refusaient d'avancer. Pour ceux qui peuvent se le permettre, il existe un marché de la corruption. L'Institute for the Study of War rapporte que certains soldats russes paient l'équivalent de 40 000 $ pour éviter d'être envoyés dans les opérations d'assaut les plus suicidaires. La corruption ronge l'efficacité au combat de l'armée de l'intérieur, pendant que les purges à Moscou rongent la structure de commandement par le haut. Et sous tout cela, il y a quelque chose qui peut être l'indicateur le plus révélateur de tous. Les mensonges ne fonctionnent plus. Les étudiants des universités russes ne s'engagent pas dans les nombres dont le ministère de la Défense a besoin. Les analystes avec lesquels CNN a parlé dans ces universités ont décrit une méfiance presque universelle de la population étudiante envers les messages de recrutement du Kremlin. Un étudiant a dit qu'aucun de ses camarades de classe ou amis n'envisageait de signer un contrat, même dans des situations financières difficiles. Un autre a dit qu'il ne trouvait pas le message de recrutement convaincant et a exhorté ses camarades à comprendre que c'était une arnaque. La propagande qui a soutenu le recrutement russe dans les premières années de cette guerre a perdu son public. Les gens qui étaient censés croire l'histoire ont vu trop de sacs mortuaires, entendu trop de récits de survie et regardé trop d'années de victoires promises se dissoudre dans une attrition interminable et écrasante pour accepter la plus récente version des mêmes promesses.
Voilà à quoi ressemblent les derniers jours d'une institution militaire. Pas une seule défaite catastrophique. Pas un moment d'effondrement évident que tout le monde peut pointer en disant c'est là que tout s'est terminé, mais une désintégration lente, complète et multidimensionnelle. Des effectifs qui ne peuvent pas remplacer les pertes. De l'équipement qui se détruit lui-même par surutilisation. Une base industrielle incapable de produire ce que la guerre consomme. Une structure de commandement paralysée par les purges et la paranoïa. Des campagnes de recrutement qui ciblent des adolescents avec des mensonges sur leurs compétences en jeux vidéo. Des bataillons de chars qui envoient des tankistes au combat sans chars. Des forces d'élite qui tiennent 12 minutes dans un seul village. La deuxième armée, la plus forte du monde, ne perd pas une bataille. Elle perd la capacité de se battre. Et ceux qui observent cela de plus près sont les soldats qui se trouvent à l'intérieur. Le tankiste anonyme qui a écrit à un blogueur pro-russe est nommé 11 camarades morts. Les étudiants universitaires qui voient clair dans l'arnaque du recrutement, les recrues qui paient 40 000 $ pour éviter le front, les officiers qui savent que l'échec signifie la prison et que la loyauté ne signifie rien. Chaque empire qui s'est effondré dans l'histoire avait l'air fort jusqu'au moment où, soudainement, il ne l'était plus. Les mécanismes de l'effondrement étaient toujours là, actifs sous la surface, invisibles jusqu'à ce qu'ils deviennent impossibles à ignorer. Dans l'armée russe aujourd'hui, ces mécanismes ne sont plus sous la surface. Ils sont visibles, ils sont documentés. Ils sont confirmés par les propres soldats de la Russie, par ses propres documents et par ses propres canaux de propagande. La deuxième armée la plus forte du monde est en train de s'effondrer maintenant. Et l'horloge qui a commencé à tourner il y a 4 ans tourne plus vite que quiconque au Kremlin ne veut l'admettre. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt